Êtes-vous prêt à découvrir les secrets pour transformer votre sol en un paradis verdoyant et fertile? Dans cet épisode, nous allons passer au travers de 7 méthodes d'enrichissement du sol. Vous verrez comment. Avec un peu de créativité et de savoir-faire, vous pourrez obtenir de jolies parcelles luxuriantes ou un potager abondant. Venez avec moi pour une aventure verte qui transformera, je n'en doute pas un seul instant, votre approche de l'agriculture. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne Agro-Eden. Je suis Muriel, ingénieure agronome, membre de l'Ordre des agronomes du Québec et fondatrice de l'entreprise Agro-Eden au Cameroun. Rejoignez-moi pour des conseils afin d'optimiser vos projets agricoles. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. L'analyse du sol joue un rôle crucial dans l'optimisation de la gestion agricole et la préservation de la santé de nos écosystèmes. Elle permet de déterminer les besoins en éléments nutritifs du sol et d'ajuster les pratiques de fertilisation en conséquence, évitant ainsi les excès ou les carences. Dans ce contexte, nous allons explorer 7 approches différentes visant à améliorer la fertilité du sol en commençant par l'utilisation judicieuse des déjections animales, une méthode traditionnelle et efficace pour enrichir le sol en éléments nutritifs essentiels. Donc, les déjections animales. Les animaux fournissent au système de culture des éléments fertilisants au travers de leurs excréments. On parle de fumier, issu de la fermentation d'un mélange de paille et de déjections animales, permettant de recycler efficacement les éléments minéraux plus concentrés et assimilables sous cette forme que dans les résidus de départ. L'inconvénient, on n'a qu'à se dire les choses en zone tropicale, c'est que le fumier peut être très coûteux. Pourquoi ? Parce qu'il faut transporter les pailles vers l'étable, puis le fumier vers le champ. À savoir que le fumier ne peut être produit en quantité considérable que lorsqu'on possède des animaux, de la paille et un peu de main-d'œuvre. C'est pour cela que l'utilisation du fumier n'est pas globalisée en Afrique tropicale, sauf dans des cas spécifiques comme en pépinière ou pour le maraîchage. D'ailleurs, pour le maraîchage, le fumier de volaille s'avère plus fréquemment utilisé car il est environ 5 fois plus riche en azote que celui des petits ruminants ou des bovins, et cela est un réel avantage. Toutes les exploitations maraîchères que j'ai visitées en Afrique ou en Occident incorporent les déjections animales ou d'autres produits dont nous parlerons par la suite. Le compost. J'en avais déjà parlé dans cette vidéo. Le compost est la décomposition de déchets organiques animaux ou végétaux par un processus biologique. Les matières organiques vont être dégradées ou minéralisées avec de l'eau et de l'oxygène sous l'action de micro-organismes, bactéries, champignons. Le compost, lui, va améliorer la structure du sol et augmenter sa fertilité biologique parce qu'il stimule la prolifération de la biomasse microbienne. C'est cette même biomasse microbienne qui va décomposer la matière organique progressivement, qui va restructurer le sol et qui permettra de libérer les éléments nutritifs pour les cultures. Voici un exemple de compostage. On met dans la première fosse des déchets ménagers qui vont se décomposer grâce à l'eau et l'oxygène, puis on effectue progressivement des transferts d'une fosse à une autre en fonction du stade de décomposition des déchets. En fin de compte, donc, le compost va permettre de stimuler la faune du sol, les lombriques, les nématodes, les caramboles. Les galeries que vont creuser les vers de terre amélioreront le passage de l'eau, de l'air, mais aussi l'implantation des racines et favoriseront par voie de conséquence le transfert des nutriments du sol vers la plante. L'avantage avec le compost est que vous pouvez le faire vous-même. Il vous coûtera moins cher que les déjections animales. En revanche, il demande de la manipulation. J'avais travaillé sur le cacao en Amérique du Sud et dans la ferme où j'étais, ils avaient créé une usine de compost pour fertiliser leurs 4 hectares de cacao. Et leur compost était de si bonne qualité qu'ils le vendaient même à la pépiniériste qui vivait près de la baie. Moi, je vous le dis, selon l'endroit où vous vivez, c'est un bon business à développer si vous arrivez à en faire de la qualité. D'ailleurs, en barre de description, vous trouverez un lien vous permettant de télécharger un guide 100% gratuit sur la fabrication du compost. C'est simple à réaliser, vous avez juste besoin d'un peu d'espace pour devenir un ou une pro du compost. L'agroforesterie est une pratique agricole qui associe les arbres et les cultures sur une parcelle. Un exemple en Afrique, ce sera le manioc et l'acacia, ou bien le bananier et des arbres fruitiers.
En quoi les arbres peuvent améliorer la fertilité du sol? En fait, les arbres jouent un rôle de pompe parce que les racines puisent les éléments minéraux en profondeur et les ramènent partiellement à la surface du sol via les feuilles tombées. Ces feuilles et branches mortes tombées au sol constituent la litière qui, en se décomposant, fournira des éléments minéraux et de la matière organique. En plus de ça, il existe des arbres entre guillemets légumineuses également capables de fixer l'azote atmosphérique et de le transférer au sol. Un exemple, l'acacia et le manioc en République démocratique du Congo, ou un autre arbre qu'on appelle le gliricidia et qu'on plante au Malawi avec le maïs ou avec le piment. L'idée, c'est vraiment d'associer des arbres qui fournissent de l'azote avec des cultures qui en ont grandement besoin. Je n'ai hélas pas de photos pour vous montrer, mais sur nos parcelles Agro-Eden en 2021, nous avons associé le maïs à des citronniers et avocatiers. Nous avons obtenu de bons rendements dans ce contexte d'agroforesterie. Les rotations de cultures. La rotation des cultures est une pratique agricole consistant à alterner les types de cultures sur une même parcelle de terre au fil des saisons ou des années. L'idée est de ne pas cultiver la même plante ou la même famille de plantes au même endroit chaque année, pour ne pas épuiser le sol, donc préserver sa fertilité en nutriments et réduire par la même occasion les risques de maladies et de ravageurs. Voici un exemple. La rotation se fait sur 4 ans. Vous avez 4 types de légumes. Les légumes feuilles comme le ndolé, le folon, les épinards. Les légumes fruits qui produisent des fruits comme la tomate, le poivron, le piment, le gombo. Les légumes racines avec la carotte, le navet, le radis. Ou encore les légumes grains comme... Tiens, pour voir ceux qui m'écoutent là, proposez des exemples de légumes qui produisent des graines que nous consommons en commentaire. Donc pour l'année 1, on cultive les 4 types de légumes. Prenons rien que la tomate la première année. Elle est située juste ici. La deuxième année, vous voyez qu'elle n'est plus au même endroit. On a fait une rotation. La troisième année, elle est encore à un autre endroit, n'est-ce pas? Quatrième année, même chose. C'est ça en fait la rotation des cultures. Ne pas cultiver la même espèce ou la même famille d'espèces au même endroit 2 années ou 2 saisons consécutives. Le semis direct sous couvert végétal avec engrais vert. J'en avais parlé aussi dans cet épisode. Le semis sous couvert végétal consiste à semer une espèce alors qu'une autre recouvrant le sol est déjà en train de pousser dans la parcelle. Et un engrais vert, c'est une plante qu'on appelle légumineuse et qui sera capable de fixer l'azote atmosphérique puis le transférer au sol grâce aux racines. L'intérêt, c'est de semer dans un premier temps une légumineuse, une plante qui fournira de l'azote au sol au travers de ses racines pour la culture suivante. C'est elle qu'on appelle le couvert. De cette façon, on réduit nos apports externes en azote pour la prochaine culture. Maintenant, il existe 2 cas de figure. Le premier, on sème un engrais vert, une légumineuse, l'arachide en tant que couvert, puis on attend que les gousses d'arachide soient cultivées et que les feuilles soient laissées dans le champ pour semer par exemple du maïs juste après. Pour un autre engrais vert, une autre légumineuse qu'on appelle le crotalaire et qui libère l'azote dans le sol également, on peut détruire la culture mécaniquement avec un rouleau. J'avais d'ailleurs un peu étudié cette technique quand j'avais été à Madagascar. Sinon, on peut détruire la culture chimiquement avec un pesticide et planter une autre culture. Donc dans ce cas, on attend que la première culture meure sur la parcelle, puis on sème dans les résidus de culture. Le deuxième cas de figure, c'est quand on sème l'engrais vert, l'arachide, et pendant sa croissance, on vient semer une deuxième culture. Donc dans ce deuxième cas, on sème la deuxième culture pendant que la première est toujours en croissance. Je ne sais pas si c'est très clair. Ce qui est vraiment intéressant dans cette technique, si elle est pratiquée régulièrement, c'est qu'elle va permettre d'améliorer la fertilité chimique, donc plus d'azote, surtout si on cultive des légumineuses. Elle améliorera aussi la fertilité biologique
si on laisse les feuilles et la paille se décomposer avec l'aide des micro-organismes. Mais aussi, cette technique améliore les qualités physiques du sol parce que la couverture végétale va le protéger de l'érosion. En termes de légumineuses en Afrique, nous avons l'arachide, évidemment, le haricot, le mucuna ou pomme mascate, le niébé, le soja. Bon, pour le soja, veillez à ce qu'il ne soit pas OGM, bien sûr. La mycorhisation est la 6e approche. J'avais fait un stage sur ce sujet. C'est absolument passionnant le monde du végétal, vraiment. Pour l'expliquer simplement, la mycorhisation, c'est la symbiose, la jonction de racines et de champignons. C'est vraiment une association gagnant-gagnant. Je m'explique. Les champignons vont réussir à absorber et rendre disponible le phosphore que la plante a souvent du mal à capter. En fait, les champignons forment une sorte de toile, de réseau dans le sol qui peut aller puiser les éléments minéraux là où les racines de la plante n'arrivent pas. Donc les champignons captent l'eau et les minéraux pour la plante. Maintenant, qu'est-ce que propose la plante en retour aux champignons? Des sucres et des composés de carbone captés et synthétisés par cette plante. Où trouve-t-on la mycorhize? Est-ce qu'il y en a partout? En fait, il faut cultiver des plantes qui vont pouvoir créer cette symbiose dans un sol ou un substrat qui contient déjà des mycorhizes, car toutes les plantes ne font pas de la mycorhisation. Les plantes qui peuvent mycorhiser sont l'ail, le blé, la carotte, le haricot vert, laitue, lentilles, maïs, melon, oignons, petits pois, poireaux, pois chiches, pommes de terre, radis, riz, soja, sorgho, tabac, tomates, tournesol. Si vous avez inoculé vos plants de champignons mycorhiziens et qu'ils sont plantés au champ, veillez à ne pas labourer car cela va déstructurer le sol et les réseaux de champignons. Évitez également les engrais chimiques de synthèse ainsi que les fongicides, donc pesticides, contre les champignons. En Occident, il existe des substrats ou des terreaux mycorhizés. Je ne sais pas trop en Afrique, mais je pense qu'on peut en trouver. Les engrais constituent la 7e et dernière approche. Les engrais faits maison, plus particulièrement. Il s'agit là de tisanes de plantes, de purins ou des mélanges organiques qui contiennent souvent une variété de nutriments essentiels pour les plantes, notamment l'azote, le phosphore, le potassium et les oligo-éléments. Ces éléments sont essentiels à la croissance et au développement des plantes. Cette approche permet aux agriculteurs et aux jardiniers de réduire leur dépendance aux engrais chimiques et de contribuer à la santé à long terme du sol et de l'environnement. L'un des avantages des engrais faits maison est la possibilité de personnaliser les mélanges en fonction des besoins spécifiques de vos cultures. Vous pouvez ajuster les formulations pour répondre aux exigences nutritionnelles de différentes plantes. Un avantage qui peut aussi être un inconvénient, c'est que les engrais faits maison sont généralement moins concentrés que les engrais chimiques, ce qui réduit donc le risque de surfertilisation qui peut endommager les plantes et polluer les sols ainsi que l'eau. Un autre inconvénient, c'est qu'il n'existe pas de recette standard et chacun peut confectionner un petit peu sa recette sans que l'efficacité ait réellement été prouvée. Enfin bon, c'est ce qu'on appelle la sérendipité. Si vous voulez savoir ce que ça veut dire, regardez en zone de commentaires. Voilà donc il met fin à cet épisode sur l'amélioration de la fertilité des sols. Quelles sont les méthodes d'amélioration de la fertilité que vous avez expérimentées dans votre propre jardin ou bien dans votre ferme? Et quelles ont été vos observations? N'hésitez pas à commenter ici ou me retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram ou Spotify. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et de notre belle planète.